Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 1 heure pour comprendre, un cycle de webinaires de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. On sera d'ailleurs sur un format un petit peu plus long que d'habitude. On a prévu avec Marc Rigolo, qui nous fait le plaisir d'intervenir ce soir, plutôt 1 heure et demie. Donc ne vous censurez pas dans les échanges et les questionnements, puisque Marc interviendra 45 minutes et laissera ensuite la place à 45 minutes d'échange si vous le souhaitez. On verra en fonction de votre motivation. On a à peu près 51 participants qui sont connectés, mais 135 inscrits ce soir. Une grande majorité, pour la moitié des inscrits représentants de collectivités, 30% issus du monde économique et du tissu associatif. Et puis, on a également autour de 10% de centres de secours et réserves communales de sécurité civile qui sont représentés. Et puis, d'individus, de citoyens lambda comme nous le sommes chacun d'entre nous, qui viennent s'informer sur un sujet qui fait sens quand on travaille sur la culture du risque et la prévention, puisque Marc va nous parler de sciences comportementales et d'émotions dans la prévention des risques, comment finalement les identifier et se servir de cet émotionnel pour mieux sensibiliser, impliquer et passer à l'action. Ce sera l'objet de son propos très illustré, puisque Marc, ingénieur de formation, dirige la fondation Maïf depuis 2013 et a soutenu de nombreux programmes de recherche et continue à soutenir de nombreux programmes de recherche sur la prévention des risques avec un volet sociologique approfondi. Donc Marc, je te laisse la parole pour à peu près 45 minutes. Vous aurez le replay, mais exceptionnellement, vous n'aurez pas la vidéo du replay, mais uniquement un audio en podcast pour des questions de propriété de certains visuels. Donc, vous êtes chanceux si vous suivez ce webinaire en direct, puisque tout le monde n'accédera pas aux visuels et aux diaporamas de Marc. Et puis, Laurence se permettra de vous relancer pour que vous puissiez poser vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas au fil de la présentation de Marc à poser vos questions et on aura un long temps d'échange à la fin. Marc, c'est à toi. Bonjour à tous d'abord. Donc je vais d'abord commencer par remercier la FPCNT de m'avoir proposé de vous parler un peu de tous ces sujets. Vous allez voir avec un angle un peu original. Merci Ghislaine pour son invitation et puis Laurence avec laquelle on a eu quelques soucis techniques pour mettre tout ça au point et qui a été patiente. Voilà. Donc c'est d'autant plus intéressant pour moi parce qu'on m'a demandé de vous parler d'approches innovantes en matière de prévention des risques. Et c'est un champ que la Fondation Maïf explore depuis un certain nombre d'années parce qu'elle a fait des constats autour des approches un peu traditionnelles qui ne sont pas toujours des constats particulièrement heureux. Et je voudrais d'abord commencer ce webinaire par vous parler des apports actuels et futurs des sciences en matière de prévention par une provocation qui est que pour moi et pour nous, d'une manière générale, alors là, je regarde pourquoi ça passe pas, mais je pense qu'on devrait avoir les slides qui défilent. Alors pourquoi? C'est une bonne question. Tac. Alors, c'est dommage, on a essayé tout à l'heure, ça marchait très bien. Alors attendez, pourquoi ça défile pas? Voilà. Donc, je vais vous parler des sciences comportementales et des émotions en prévention des risques d'abord par une petite provocation qui est il faut aimer les risques, comme le dit Paulo Coelho, tout simplement parce que les risques, ils ont été et ils sont indispensables au développement de l'humanité. Le risque fait partie de nos vies et souvent des points de vue qui consistent à vouloir minimiser les risques sont pas forcément des angles toujours les meilleurs par rapport à notre fonctionnement. Et pour prendre juste quelques exemples, si on n'avait pas pris des risques, Christophe Colomb n'aurait probablement pas traversé l'Atlantique pour aller jusqu'aux Indes et n'aurait probablement pas trouvé les Amériques. Et pour prendre un autre exemple qui est assez actuel avec la question des vaccins, Pasteur a fait quand même de la vaccination un peu sauvage sur un petit bonhomme pour essayer de le soigner, de le prévenir et de le soigner contre la rage. Et il a pris des risques avec un protocole un peu innovant à l'époque, évidemment, qu'on ne pourrait pas refaire aujourd'hui. Donc la prise de risque fait partie de notre développement, c'est dans notre ADN. Et la question, c'est plutôt comment on peut gérer ces risques dans un monde qui est en mutation. Parce que malheureusement, et je vais l'illustrer par la métaphore de Icare et de Dédale, c'est que malgré l'information qu'a eu Icare, qui consiste à lui dire qu'il ne faut pas qu'il vole pour sortir du labyrinthe en se rapprochant du soleil parce que la cire qui tient les plumes de ses ailes va fondre et que donc il risque de tomber,
eh bien, Icare, malgré cette information extrêmement bien délivrée, y compris par son père, va se rapprocher du Soleil et va chuter, évidemment, puisque la cire va fondre. Et donc, ça veut dire que nous, on se rend compte dans beaucoup de nos travaux que le fait d'informer les gens ou de leur donner la bonne information n'est malheureusement pas suffisant pour qu'ils aient les comportements les plus adaptés par rapport à la gestion d'un risque. Et ça se pose d'autant plus dans un monde en pleine mutation, comme le nôtre, avec des transitions très très fortes actuellement, où finalement l'essai-erreur, notamment chez les jeunes, a pris la place de l'apprentissage par les savoirs et par la confiance qu'on a dans les institutions ou dans les pairs. Donc on est beaucoup dans des schémas d'essai-erreur. Et donc, dans un monde qui change, alors au niveau de l'énergie, vous le savez, au niveau de la ville, il y a des mutations profondes dans les villes, avec des changements importants en cours. Dans nos propres vies, on va avoir de plus en plus des systèmes automatiques qui vont prendre en main notre quotidien, qui vont décider des choses à notre place, voire nous aider à les faire. On va se retrouver dans un monde magique où on va être probablement de plus en plus assisté, et dans un contexte qui pourrait justement, à force d'être assisté, faire de nous des assistés. Et donc peut-être avoir plus de difficultés que par le passé à aborder de manière rationnelle la question des risques pour trouver les solutions et avoir les comportements les plus adaptés à ces risques. Et donc derrière ça, il y a un corollaire qui est le désapprentissage potentiel de nos savoirs. On le vit dans le risque naturel avec la perte de mémoire avec les générations, mais d'une manière générale, ça va de plus en plus vite et on pourrait perdre beaucoup de nos savoirs ou de nos comportements vertueux en matière de risque. Et si on ajoute, pour être très rapide à ce panorama, les évolutions actuellement qu'on a en neurosciences et en sciences comportementales, on devrait pouvoir, comme on l'a fait depuis 100 ans dans les sciences dites dures, on devrait pouvoir, dans les sciences sociales, dans les sciences cognitives et comportementales, faire des progrès assez importants et utiliser cette matière qui est assez évolutive pour mieux prévenir les risques. Et je voudrais par rapport à ça revenir sur les limites des approches qu'on a utilisées, nous aussi, donc c'est pas qui sont utiles, les approches traditionnelles d'information, communication, pour vous montrer ce graphe qui concerne l'évolution de la mortalité sur les routes. Alors vous voyez, il s'arrête en 2017, mais malheureusement la courbe reste plate, voire même sur les dernières périodes, elle aurait peut-être même tendance à remonter. Et on voit bien que depuis une dizaine d'années, malgré toutes les campagnes, malgré la multiplication des radars, etc., je ne rentre pas dans le détail, on voit bien que par des méthodes traditionnelles d'information, de campagne de communication, de répression, on n'arrive pas à aller sur le trend bleu qui est la courbe qui était définie par l'Europe pour faire baisser le nombre d'accidents sur les routes dans chaque pays. Donc on n'arrive pas à obtenir les résultats qu'on a obtenus dans le passé avec les méthodes qui étaient celles du passé. Alors, ce palier là qu'on voit qui semble infranchissable, pour la petite histoire, on le retrouve dans d'autres domaines, dans d'autres comportements. Je vous donne juste un exemple. Alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce constat ou est-ce qu'on doit y voir une opportunité ou est-ce que ça doit nous permettre d'imaginer d'autres façons d'aborder de manière complémentaire, je ne parle pas de substitution, mais d'approche complémentaire, la prévention des risques? Nous, on pense que oui, et comme le disait Francis Blanche, dans un monde qui change, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Alors, en un mot, moi, je m'appelle Marc Rigolo, je suis le directeur de la Fondation Maïf. La Fondation Maïf est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a une trentaine d'années, avec une mission statutaire sur le champ de la prévention des risques. Donc, ça veut dire avec un conseil d'administration indépendant qui garantit l'intérêt général et la publication ouverte de nos résultats. Donc, nos résultats de nos travaux de recherche, on en a financé depuis cette époque-là plus de 150, sont publics sur notre site internet et toutes les parties prenantes peuvent accéder à ces résultats. On travaille dans 4 grands domaines, la mobilité, la vie quotidienne, les risques numériques et les risques naturels qui vous intéressent peut-être plus particulièrement aujourd'hui avec la FPCNT. Mais je dirais que les mécaniques que je vais vous montrer sont valables dans tous les domaines. Et puis, on aborde tout ça avec à la fois la compréhension des causes, et là, il y a beaucoup de choses à ressortir des sciences sociales ou des sciences comportementales. Et puis, on travaille sur des solutions pour minimiser les conséquences de ces risques ou des comportements face à ces risques. Et puis, évidemment, avec une approche plutôt sur les risques émergents pour aborder les questions qui vont nous concerner dans le futur. Et puis, pour finir sur ce petit mot de présentation, on travaille beaucoup avec des laboratoires. Alors, j'en ai mis une liste là. C'est une liste qui est peut-être ancienne, d'ailleurs le logo est ancien, donc c'est une liste qui est ancienne, mais on travaille toujours avec ces laboratoires et avec d'autres laboratoires, évidemment. Pour entrer dans le vif du sujet,
nous, on a une conviction, c'est que dans les mutations qui apparaissent, hein, où on a dans un monde de plus en plus chaotique, hein, beaucoup moins prédictible que par le passé, avec des comportements de masse qui sont parfois surprenants, il y a des risques qui émergent. Et dans ce monde-là, les comportements évoluent. On a des jeunes qui sont probablement, en tout cas en apparence, plus focalisés sur l'instant présent que sur des priorités futures, qui donc se projettent beaucoup moins dans le futur. Or, pour prévenir les risques sur certains types de risques, notamment les risques naturels, il vaut mieux se projeter dans les années qui viennent. Donc ça, c'est quand même un vrai problème pour mettre en place des politiques publiques autour de ces risques-là. Et puis, un autre paramètre qui est les progrès qu'on fait aujourd'hui en neurosciences et en sciences sociales ou comportementales pour apprendre à mieux comprendre et gérer les comportements à risque. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et je vais le faire avec 4 angles différents pour aborder ces questions-là. Alors, le premier angle, c'est sur celui de la communication, c'est-à-dire comment s'adresser à des personnes pour essayer de faire en sorte qu'ils adoptent des comportements adaptés face à un risque. Et pour l'illustrer, je voudrais partir des campagnes de prévention. Nous, on a fait une étude, je vous en parlerai après, sur les campagnes de communication et de prévention, qui donnent des résultats qui sont étonnants et presque contre-intuitifs. Donc, je voudrais vous montrer ce petit film qui illustre une approche qui a beaucoup été utilisée, qui consiste à montrer les catastrophes, donc à montrer les accidents, à montrer du sang et des larmes pour essayer de faire bouger les choses en matière de prévention des risques. Donc là, il s'agit de route. Donc je vous montre un petit film qui illustre ça, si vous le voulez bien. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jonas. Jonas a 24 ans, il est fan de rap, de R&B, de musique électronique en général, mais ce qu'il aime surtout, c'est chatter avec ses amis. Jonas ne connaît rien à la magie. Pourtant, dans quelques instants, aidé d'un complice, il va disparaître. Regardez bien, attention. Voilà. Bracadabra. Si toi aussi tu veux réaliser ce tour incroyable, il te suffit d'un téléphone portable, de quelques morceaux de musique, d'une application SMS et surtout d'un petit peu d'inattention. Allez, à bientôt. Alors, cet exemple-là, il illustre une approche qui consiste à montrer ce qu'il ne faut pas faire pour éviter que les gens le fassent. Donc, notre étude, elle avait consisté à mesurer, alors il s'agissait de comportements à risque en voiture, elle avait consisté à voir l'impact qu'avaient des campagnes de ce type-là sur les personnes, non pas sur l'attribution publicitaire, non pas sur l'impact émotionnel, non pas sur les scores d'attribution à la marque, mais sur le comportement. C'est-à-dire, est-ce que un film de ce type va agir sur mon comportement de conducteur? Et en fait, l'étude, elle avait montré que lorsqu'on montre à des gens des comportements qui sont prohibés, qui sont socialement peu acceptés, qui ne sont pas les bons comportements, et d'autant plus quand c'est grave, par exemple, boire puis conduire, quand on regarde l'impact de ces publicités, elles n'ont pas d'impact sur les comportements de conduite, voire elles ont un impact négatif, c'est-à-dire qu'on va plutôt amplifier les mauvais comportements. Mais disons, pour être très, très clair et rester dans la marge d'erreur, elles n'avaient pas d'impact sur, je dis bien sur les comportements. On testait derrière des campagnes de ce type-là, sur des tests, on va dire, académiquement reconnus, le comportement sur un simulateur par rapport à des intersections ou des insertions dans des voies pour voir les prises de risque. C'était des gestions de temps, on va dire, pour voir les prises de risque que les gens prenaient. Après des campagnes dans lesquelles on montre des tiers ou des pairs imprudents, il n'y a pas beaucoup d'impact sur les comportements, alors que quand on montre des campagnes plutôt avec les bons comportements, avec les pairs prudents, celui qui dit non, moi je ne conduis pas, ou alors moi ce soir je bois de l'eau parce que je dois conduire, là on a un impact sur les comportements. Et tout simplement pour une raison qui est malheureusement simple, c'est que ça va avoir un impact émotionnel évident, mais nous ce qu'on mesure c'est que ce n'est pas très évident en matière de comportement de conduite. Par contre, ça va avoir un impact parce qu'on est dans une logique plutôt vertueuse. Voilà, pour vous donner 2 exemples. Alors, l'émetteur, c'est le même dans les 2 cas, et là-dessus, ils ont évolué beaucoup, et je pense qu'aujourd'hui, ils font des choses plus pertinentes.
et en tout cas plus efficace en matière de comportement. Je ne parle pas de communication d'État. Et tout simplement parce que pour pouvoir changer son comportement, il faut s'identifier à la situation qu'on voit. Et quand on voit une situation qui est trop négative, qui est trop socialement inacceptable, on a des mécanismes inconscients qui vont nous empêcher de nous identifier inconsciemment à cette situation. Autrement dit, si je vois quelqu'un qui boit et qui conduit derrière, comme je sais que c'est pas bien, je sais que c'est répréhensible et je sais que je peux mettre des gens en danger, je ne vais pas m'identifier à ce comportement et donc je ne peux pas changer mon comportement. L'inverse est beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un premier angle qui nous avait beaucoup surpris, nous, en matière d'impact sur le risque. Si on s'adresse à la question des comportements, bien entendu. C'est-à-dire que c'est très facile d'agir sur l'impact émotionnel. Est-ce que ça vous a marqué? Oui. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va changer de comportement. Je ne reviens pas sur Dédale et Icare. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer. Le deuxième point que vous connaissez peut-être, c'est un phénomène qui s'appelle l'homéostasie du risque, qui a été beaucoup étudié au Canada au début, en France également, et qui, en gros, alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que c'est bien que je vous le dise. Moi, je suis pas un scientifique, un doctorant dans un domaine très précis. Moi, je suis juste le représentant d'une structure qui a soutenu plein de projets qui ont abordé ces sujets-là. Et tout ce que je vous montre, tout ce que je vous dis, c'est le fruit issu de ces projets-là, dans lesquels on s'est enrichi aussi d'apports qui viennent d'ailleurs, en dehors de ces projets. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité absolue, mais je donne une couleur assez juste quand même du paysage dans lequel on évolue en matière de prévention des risques. Donc, l'homéostasie des risques, c'est un phénomène qui dit que on a tous une capacité ou un niveau ou une envie de prendre des risques. C'est-à-dire, on a tous un réglage par rapport au risque. Je vais prendre une métaphore très, très simple. Si on demande à quelqu'un de sauter d'une chaise par terre, peut-être qu'il va le faire. Si on lui demande de sauter de la table par terre, peut-être qu'il va pas le faire parce qu'il arrive à un niveau de risque qu'il va juger au-dessus de son équilibre. Par contre, si on lui met un coussin au sol de 20 cm qui va amortir le saut, il va peut-être sauter de la table parce qu'on a modifié le contexte ou l'environnement de risque dans lequel il est, et pour retrouver sa capacité à prendre des risques, il va remonter son niveau de risque parce qu'on a modifié l'atterrissage. Ça veut dire que les modifications qui nous entourent, si on prend l'exemple des risques naturels, ça veut dire que si on dit à quelqu'un « mais il y a des digues qui vous protègent », il est fort probable que cet élément va faire que son niveau de gestion du risque étant abaissé par ces digues, il va beaucoup moins se préoccuper de sa propre protection chez lui pour sa maison. Donc, parce que son homéostasie du risque va s'équilibrer entre ce qu'il doit faire lui et ce qui est fait par l'extérieur. C'est l'exemple du coussin. Et donc, s'il y a des digues, donc j'ai pas besoin de m'embêter pour gérer ma maison, par exemple. Donc, on cherche toujours à maintenir un peu cet équilibre. Et pour j'ai essayé de vous trouver quelques illustrations par rapport au risque naturel, pour changer de domaine. Par exemple, si je me dis, je vais peut-être traverser cette route inondable, on a eu des exemples très récents, peut-être qu'avec le même niveau de risque personnel, si j'ai un gros 4x4, je vais peut-être y aller, alors que si j'ai une petite Twingo, je ne vais pas y aller. C'est-à-dire, en gros, que mon environnement va modifier ma façon d'envisager le risque. Alors que finalement, il ne faudrait pas du tout y aller. Hein. Mais ça veut dire que cet équilibre, cette homéostasie du risque, elle a un sens. Par exemple, si vous faites de l'escalade et que vous n'êtes pas sécurisé, vous allez peut-être monter à 2-3 mètres sur un rocher, puis après, vous allez arrêter parce que vous dites, si je tombe, je vais me faire mal. Par contre, si vous êtes sécurisé, vous allez aller beaucoup plus haut. Là encore, pour des équilibres liés à cette homéostasie du risque. Pour prendre un exemple sur la route, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il y a beaucoup plus d'accidents par beau temps et par ciel bleu en plein jour que dans des conditions difficiles. Parce qu'encore à cause de cette homéostasie du risque, quand on a des éléments de contexte qui me disent finalement il n'y a pas de risque, je vais remonter mon niveau de risque. Et donc, je risque d'avoir un accident beaucoup plus fortement que si je suis dans un environnement qui me dit « Ouh là là, faut que tu baisses absolument ton niveau de risque pour t'adapter à cet environnement qui est difficile. » Donc ça, c'est un point important à avoir en tête. 80% des accidents en 2016 étaient par beau temps et 70% en plein jour, pour vous donner une petite idée. On a fait, nous, une étude qui a aussi démontré ça autour des accidents en snowpark, avec une question toute bête qui était qui se blesse en snowpark, quelle est la vision de chaque utilisateur suite à ses blessures et l'environnement et sa vision de l'environnement. Eh bien, on a montré que dans cette étude, les experts qu'on a interrogés, les experts, ce sont les montagnards, ceux qui vous
vous font essayer vos skis le matin, qui vont skier toute la journée, etc. C'est les pisteurs, etc. Ceux qui vont shaper, qui vont aménager les bosses pour que les chutes soient bonnes, eux nous disaient, ceux qui se blessent, ce sont les Parisiens, ce sont les vacanciers. Nous, on se blesse pas. La réalité de l'étude, elle montre quoi? Elle montre que, vous voyez sur la courbe de gauche, que plus vous êtes débutant, que ce soit à ski ou en snowboard, moins vous vous blessez, et moins c'est grave. Et plus vous êtes expert, plus vous vous blessez, et plus c'est grave, alors que c'était exactement les propos inverses que tenaient les experts. Et si on regarde à l'aune de la même question de l'homéostasie du risque, puisque je suis expert, je ne me blesse jamais, ça fait partie de mon modèle, donc je prends des risques énormes, mais en fait, je me blesse plus que les autres. Et si vous regardez le port du casque, c'est aussi intéressant de voir que plus vous êtes expert, c'est-à-dire plus vous prenez de risques, c'est-à-dire plus vous faites des big air, des sauts énormes, ben moins vous portez le casque. Voilà. Alors que le risque est amplifié quand vous êtes expert, puisque vous faites des figures beaucoup plus importantes, mais vous avez le sentiment, parce que vous êtes expert, d'invulnérabilité par rapport à votre technique. Donc ces exemples-là qu'on leur a montrés, hein, qui ont beaucoup surpris les acteurs, montrent que inconsciemment, il y a des mécanismes qui se mettent en place et qu'il faut qu'avec cette homéostasie du risque, on va adapter sa prise de risque, pas forcément à bon escient, à partir d'éléments de contexte qu'on a, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui vont me faire des choix qui sont pas tout à fait les bons. Alors, est-ce que tout ça, c'est désespérant pour nous, là, les préventeurs? Bah, pas forcément. Alors, je peux pas vous dire ce que fait cette image-là, mais pas forcément, parce que on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quand même un rôle assez important des émotions sur notre capacité à gérer tout ça, et notamment à gérer de manière fine la prise de risque, notamment pendant l'enfance. Autrement dit, le rôle de la capacité à lire ses émotions, à être capable de les comprendre, voire même de les exprimer dans nos performances quotidiennes, c'est un élément qui est favorable, et je vais vous expliquer comment on est arrivé à ces conclusions-là, un élément qui est favorable à la capacité à adapter sa conduite d'une manière plus sûre face à des risques. Tout d'abord, il y a eu des études qui ont été faites sur des gens qui avaient été accidentés avec des lésions au niveau du lobe préfrontal, qui est le lobe, la partie du cerveau où on va gérer, qui est le siège des émotions, on va gérer un certain nombre d'émotions, et on s'est rendu compte que ces gens-là qui finalement ne maîtrisaient plus leurs émotions, ne les lisaient plus, ne les comprenaient plus, avaient des comportements complètement irrationnels, donc prenaient des risques parfois totalement inconsidérés, et que finalement, ce qu'on a pu en déduire, c'est que la capacité à lire ses émotions permet de réguler cette prise de risque, parce que derrière les émotions, il y a le stress, il y a la peur, il y a des émotions qui peuvent aussi parfois être utiles dans la gestion du risque, parfois défavorables, mais parfois utiles. Et au-delà de ces généralités, nous, on a fait une étude avec l'université de Tours il y a quelques années sur les accidents d'escalade et les accidents en snowpark. Donc là, alors en snowpark, vous savez, enfin pas en snowpark, en bicross, c'est des terrains avec des bosses. Vous savez, vous pouvez sauter 2 bosses, mais si vous voulez sauter 2 bosses et que vous n'avez pas assez de vitesse, bah, vous retombez sur la montée de la 2e bosse et c'est la grosse gamelle. Et il y a pas mal d'accidents. Le sujet n'était pas d'évaluer quels étaient les bons éléments, pas les bons éléments. La question était qui a des accidents, quels sont les profils des jeunes qui ont des accidents. Il y avait des gens parmi les meilleurs, les plus performants, on va dire, qui avaient des accidents, et d'autres qui avaient des accidents aussi parmi les moins performants. La question, c'était qu'est-ce qui les caractérisait? Eh bien, on a fait le même travail sur le comportement et la panique dans des murs d'escalade. Et donc, les gens qui tombaient, alors ils étaient sécurisés évidemment, mais les gens qui tombaient, ceux qui tombaient moins, et on a on a exactement le même résultat, c'est-à-dire que les jeunes, les enfants qui ont le plus d'accidents sont le plus souvent ceux qui ont du mal à exprimer, à lire, à comprendre leurs émotions. C'est des enfants qu'on a peut-être cadrés ou calibrés dans leur jeunesse en disant, je sais pas, un garçon ne doit pas avoir d'émotions, etc., etc. Mais ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Quand on leur demande qu'est-ce que tu ressens, ils ont du mal à expliquer ce que c'est. Et ben, ce sont ceux-là qui ont des accidents et d'une manière assez massive. Donc ça, c'est un point qui est assez important. Donc on pourrait en déduire que si on travaillait dès le plus jeune âge sur la question de l'acceptation et de la lecture des émotions, comme le font les Finlandais, je crois, les pays nordiques font beaucoup ça, on aurait probablement des comportements beaucoup plus adaptés aux prises de risques. Et
Donc, on l'a fait évidemment pour l'escalade. Et dans le cadre de ces travaux, les universitaires nous ont parlé d'une autre étude, et moi, comme ça m'avait beaucoup fait rire, je vous en parle, qui avait consisté à étudier le même type de phénomène sur des jeunes qui venaient en classe scolaire faire de la piscine, de primaire. Et donc, vous savez, quand vous avez une classe qui arrive pour la première fois à la piscine, les moniteurs, le test, c'était de dire aux enfants qui sait nager. Donc, il y avait une question qui était posée à des enfants d'une douzaine d'années, qui sait nager, 8, 10, 12 ans. Et il y a ceux qui lèvent la main en disant « je sais nager », puis il y a ceux qui lèvent pas la main en disant « je sais pas nager ». Et ils prenaient le groupe qui sait nager et ils disaient au groupe qui sait nager « vous sautez à l'eau ». Vous sautez dans l'eau, évidemment, c'était dans le grand bain. Et ils avaient quand même mis quelques personnes avec des perches. Et inévitablement, vous aviez dans le groupe de ceux qui expliquaient savoir nager, des enfants qui ne savaient pas nager, et donc qui coulaient, il fallait aller les repêcher. Pas beaucoup, mais toujours 2 ou 3. Et de la même façon, dans le groupe de ceux qui avaient exprimé l'idée qu'ils ne savaient pas nager, il y avait des enfants qui savaient déjà parfaitement nager, mais qui ne l'avaient pas exprimé. Et bien, dans les 2 cas, ces enfants-là avaient une caractéristique assez commune qui était l'alexithymie, la difficulté à exprimer ses émotions. Et donc, vous voyez, vous êtes dans une situation, alors, plutôt pour ceux qui disaient savoir nager, mais qui ne savaient pas nager, une situation à risque, de danger, et ils sautaient dans l'eau avec un fort risque de couler s'il n'y avait pas eu de moniteur. Donc, ça montre bien cette question autour des émotions qui a un rôle dans la prise de décision et dans les comportements, et qui est un élément probablement beaucoup plus facile à formater, en tout cas à travailler dans la jeune enfance, que plus tard, qu'à partir de l'adolescence. Mais en tout cas, je pense que c'est dommage d'ignorer ces éléments-là, parce qu'ils nous semblent, nous, en tout cas, assez importants pour essayer de faire en sorte, par exemple, sur des sujets de risque noyade, de ne pas trop se tromper. Voilà. Plus globalement, ça veut dire, je vais mettre des guillemets, avoir une forme de handicap autour de la lecture de ses propres émotions, c'est probablement une difficulté derrière pour gérer des comportements face au risque. Et pour nous, c'est une voie intéressante à explorer en matière de prévention qui dépasse la simple prévention, parce qu'évidemment, ceux qui prennent des risques pour sauter dans la piscine, ils en prendront au volant, ils en prendront pour leur maison s'ils sont en zone inondable, etc., etc. Et donc, on essaie d'avancer sur tous ces sujets-là, bien sûr, en s'appuyant sur les travaux qui progressent chaque année en neurosciences ou en sciences cognitives. Et puis, je vais aller sur le dernier point, qui sont les sciences comportementales, qui est un peu le cœur du sujet aujourd'hui. Je regarde l'heure. Oui, il nous reste un quart d'heure, on est bien. Et je vais vous parler de ces sciences. Donc, on va parler de ce qu'on appelle aujourd'hui les nudges, mais le nudge, c'est la partie émergée de ces sujets-là. Et pour évoquer ça, je vais vous montrer différentes petites choses. D'abord, est-ce que vous pouvez essayer de lire ce document, ce petit tableau? Alors, normalement, la plupart d'entre vous ont réussi à lire assez facilement ce document, alors qu'il est a priori assez illisible. C'est-à-dire que si on demandait à ChatGPT de le lire, je pense qu'il aurait de grosses difficultés. Et ça montre tout simplement que d'une manière inconsciente, votre cerveau il est capable de faire des choses que vous ne maîtrisez pas forcément. Alors là, vous le voyez de manière positive, mais ça c'est pas toujours positif. Et qu'il est assez performant et il fait des choses de manière inconsciente assez puissante et assez rapide. Vous n'avez pas eu besoin de beaucoup d'énergie pour faire cette lecture-là. Normalement, je précise. Je vais vous passer un autre petit film, et c'est un petit jeu que vous allez devoir faire. Il va falloir essayer. Alors, vous l'avez peut-être vu, mais je vous le montre très rapidement. Mais il faut compter le nombre de passes que fait l'équipe qui a les t-shirts blancs. Donc, je vous laisse regarder et compter ce nombre de passes. Count how many times the players wearing white pass the ball. Donc là, a priori, la plupart d'entre vous, il y en a peut-être qui ne les ont pas comptés, mais c'est 16 passes. Alors, certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu le gorille qui est apparu au milieu. Voilà. Pour les gens qui ne sont pas formés à cet petit exercice, vous pouvez avoir loupé ça.
But did you notice the curtain changing color for the player on the black team leaving the game? Mais pour ceux qui ont vu le gorille et qui connaissent un peu le jeu, ils n'ont peut-être pas vu le changement de Let's couleur du rewind rideau and watch it again. et ils n'ont peut-être pas vu aussi qu'il y a un des joueurs de l'équipe noire qui a quitté le jeu. Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. Là encore, And that's the monkey business illusion. ce petit exercice, il est juste là pour vous montrer que votre cerveau, il peut être, je dirais, il va faire des choses à l'économie, donc il va être obnubilé par un sujet, il va se concentrer sur un sujet et il va peut-être oublier d'autres choses ou être influencé par des éléments de contexte et ça peut le conduire à louper des éléments qui sont autour de lui et ça peut être embêtant pour prendre des décisions. Je vais vous montrer aussi, et derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs. C'est-à-dire des raccourcis de pensée qui vont vous conduire à modifier ou à avoir des comportements pas toujours adaptés. Par exemple, c'est un peu pour rire, mais c'est ce qu'on va appeler un biais d'optimisme réaliste. C'est pas une photo montée, c'est une vraie photo. Hein. Donc il y a des gens qui sont capables de faire ça et je ne doute pas qu'ils sont tous probablement à savoir que c'est un peu dangereux. Si je vous montre un autre exemple qui est cet exercice-là, est-ce que vous pouvez regarder, alors on peut pas le faire de manière interactive là, mais est-ce que vous pouvez trouver l'erreur qu'il y a sur ce slide? Donc, je vous laisse un tout petit peu de temps. Et normalement, sur cet exercice-là, vous allez avoir du mal à trouver l'erreur parce que on utilise des biais cognitifs pour vous focaliser avec des couleurs. Il y a des biais de science, etc., sur ce qui est au milieu avec les étoiles qui bougent et les lettres et les chiffres. Mais il n'y a pas d'anomalie là. L'anomalie, elle est sur le mot rapidement, qui est tout en haut. Donc, on voit comment on peut aussi, en utilisant des outils qui utilisent les connaissances qu'on peut avoir sur les biais comportementaux, vous pousser à voir des choses et à pas en voir d'autres. Vous poussez à avoir une pensée ou un comportement et pas un autre comportement. Donc, on voit la puissance que ça peut avoir sur ce type d'exercice. Alors, tout ça, évidemment, est caricatural, hein, vous affolez pas, hein, c'est plus subtil que ça, mais j'essaie d'aller vite pour être le plus explicite possible. C'est pareil. Si je vous dis, par exemple, après vous avoir montré cette image, essayez, donnez-moi un mot de 4 lettres qui commence par CH, il y a de fortes probabilités que vous me donniez le mot chat. Mais si je vous avais montré juste avant la même question cet engin de guerre, il est fort probable que vous m'auriez répondu autre chose et probablement char. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi, vous voyez, par les éléments de contexte, modifier la pensée, donc la décision ou la connaissance sur un sujet. Ça, c'est un biais d'amorçage hein, qui est beaucoup utilisé en marketing, mais tous ces biais existent. Je vais vous montrer aussi un autre biais maintenant qui est lié à la comparaison sociale. Donc, c'est une expérience canadienne, vous pouvez trouver la vidéo sur Internet, hein, autour de la comparaison sociale. Donc, vous êtes dans une salle d'attente, peut-être que certains d'entre vous connaissent cette petite vidéo, et vous êtes dans une salle d'attente et vous avez un groupe qui est évidemment un groupe de complices qui va se lever à chaque bip sonore. Et vous avez une dame qui est la dame en violet, la dame que vous voyez, qui elle n'est pas dans la boucle, elle n'est pas au courant. Mais tous les autres se lèvent toutes les 2-3 minutes lorsqu'il y a un bip. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle va finir par se conformer au groupe, par avoir un comportement adapté au groupe sans même comprendre pourquoi elle a ce comportement-là. Donc ça, c'est déjà intéressant. Donc ça, c'est un biais cognitif, par exemple, extrêmement puissant, la conformation sociale. C'est là-dessus qu'est basée la mode ou les phénomènes de mode que vous avez avec les influenceurs, etc., etc., bien entendu. Dans l'exercice, peu à peu, les gens sont appelés par le médecin et cette dame va se retrouver toute seule. On pourrait s'interroger sur son comportement une fois elle est toute seule. C'est-à-dire, est-ce que le comportement est un comportement acquis ou n'est pas un comportement acquis ? She's alone. The crowd is gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll do? Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde ferait ça, mais en tout cas, elle a ce comportement acquis. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on va faire rentrer d'autres personnes dans la salle qui ne sont pas non plus au courant, ce ne sont pas des complices, pour voir comment ils vont réagir à cette situation.
think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more Voilà, je vais arrêter là parce que c'est pas très utile, mais vous verrez que tout le groupe se conforme peu à peu à cette norme dont ils ne connaissent pas le sens ni l'origine et qui devient finalement une norme sociale. Et ne pas être dans le groupe, c'est s'exclure du groupe. Donc ça, c'est un biais très puissant, le biais de la comparaison sociale. Voilà. Je préfère avancer, je vais passer là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a ce qu'on appelle l'économie comportementale. Et donc, juste pour vous expliquer que c'est pas tout à fait n'importe quoi, il y a eu un prix Nobel qui s'appelle Richard Thaler, qui a eu le prix Nobel en économie en 2017 et qui a succédé à un autre monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a également le prix Nobel d'économie en 2002. Il faut avoir en tête que les anglo-saxons, les Américains en particulier, travaillent sur ces sujets-là avec des enjeux économiques, c'est-à-dire comment modifier nos comportements, depuis très longtemps. Il faut avoir en tête que les biais comportementaux sont massivement utilisés dans ce qu'ils appellent le design de la pensée, par exemple dans les applications ou sur votre smartphone. C'est ce qui explique pourquoi vous êtes enfermé, que vous avez toujours une vidéo qui vous plaît, pourquoi les jeunes n'arrivent plus à décoller. Il y a une construction autour des biais cognitifs pour avoir des mécaniques, parce que commercialement, c'est ce qui rapporte, de ce type-là. On pourra y revenir si vous avez des questions, mais en tout cas, c'est massivement utilisé aujourd'hui et ça va m'amener à vous parler des nudges. Alors, les nudges, c'est quoi? C'est un élément de contexte qui va faire que vous allez modifier votre comportement. Ici, la question sur cette petite vidéo, c'est que les gens, notamment les gens qui deviennent de plus en plus obèses, prennent les escalators plutôt que de prendre les escaliers. La question, c'est comment leur faire prendre les escaliers. Ça se passe en Suède. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais ça montre que finalement, la connaissance du fait que prendre les escaliers, c'est mieux sur la santé, les gens l'ont. C'est pas un problème d'acquis, c'est pas un problème de savoir. Par contre, l'effort qui consiste à le faire, ça se joue sur peu de choses pour déclencher des mécanismes. Et là, vous voyez, on déclenche des mécanismes avec des éléments qui sont presque inconscients, qui touchent aux émotions, à la musique, vous voyez, à des choses qui sont plus informelles, impalpables. Alors, ça, c'est un nudge. Qu'est-ce que c'est qu'un nudge? Je vais très vite et j'ai emprunté ça à la BVA Nudge Unit avec lesquels on a déjà travaillé. C'est un élément qui émerge de l'iceberg et qui est la partie hébergée. C'est le petit truc qu'on va essayer de mettre en place pour essayer de modifier les éléments de choix, de contexte de choix, pour avoir le bon comportement. Et ça s'appuie bien sûr sur tout ce qui est les fondamentaux de l'économie comportementale. Et pour prendre un autre exemple qui est assez connu, la petite mouche qu'on va coller avec un sticker dans les urinoirs pour pousser les utilisateurs à bien viser pour éviter des éclaboussures qu'il faut nettoyer beaucoup plus fréquemment, est un nudge qui a fonctionné. En l'occurrence, là, c'était en Hollande, dans un aéroport, et qui donc, tout ça se mesure. C'est-à-dire que ça peut avoir des impacts. Et vous voyez, on n'est pas dans l'injonction, on est juste dans des petites choses qui vont jouer sur des mécanismes inconscients. Pour résumer tout ça en un mot, dans notre cerveau, et là aussi je l'ai emprunté à la BVA Nudge Unit, on a deux systèmes qui fonctionnent. Un système 2 qu'on va qualifier de ponctuel, de lourd, de conscient, de lent, qui nécessite des efforts, des calculs, des délibérations. On va peser le pour, le contre, etc. C'est ce qui fait que quand on doit faire 25 x 37, on va bien réfléchir. Et c'est le système qu'on a le sentiment d'utiliser au quotidien. C'est-à-dire qu'on est persuadé tous qu'on utilise massivement ce système-là. Alors qu'en fait, la majorité ou la très très grande majorité de nos décisions que nous prenons dans une journée, les milliers de décisions qu'on prend dans une journée, fonctionnent autour du système 1, qui est un système permanent, automatique, rapide, non conscient, sans effort et qui s'autoconclusion. C'est-à-dire qu'on a une mécanique qui est plutôt
parce que c'est économisateur d'énergie, bien sûr, basé sur ce système 1 qui est inconscient pour prendre des décisions. Et ces décisions qu'on prend dans le système 1 sont basées autour de beaucoup d'éléments, de contexte, d'illogique, d'émotions, de social, qui vont permettre de construire la décision automatique qui est prise dans le système 1. Et ce qui est intéressant, c'est que cette décision, elle est construite autour de tous ces éléments-là, et en apparence, tout ça est assez irrationnel, puisqu'on prend une décision sans avoir réellement pesé le pour et le contre, mais dans les faits, les éléments qui vont nous permettre de prendre cette décision dans le système 1, ce sont des éléments qui concourent à structurer, alors selon les écoles, il y en a 30, 40, 200, les biais cognitifs, c'est-à-dire les éléments qui vont nous pousser à agir de telle ou telle façon, comme l'ancrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme les émotions, comme la saillance. Le fait, si on vous met des chewing-gums devant la caisse au supermarché, c'est de la saillance, c'est pas un hasard, parce que comme on est feignant, on va plutôt avoir tendance à prendre le truc qu'on a sous le nez, qui est autre chose. La comparaison sociale, vous l'avez vu tout à l'heure dans le cabinet médical, ou l'aversion à la perte. En fait, dans notre fonctionnement, la perte et le gain ne sont pas équilibrés, on n'aime pas du tout perdre. Et donc, on va se protéger le plus souvent de la perte dans les choix qu'on fait. Voilà. Donc après, j'avais quelques exemples. Je vais essayer d'aller vite. Celui-là, je ne vais pas vous le montrer. Il y a des biais comme le biais de proportionnalité qui sont aussi importants, c'est-à-dire que, alors d'autres l'appellent autrement, hein, je ne rentre pas dans les écoles, le tout c'est vous donner l'essence du truc. C'est-à-dire qu'on va être choqué par un gros accident où il y a des centaines de morts, alors que fondamentalement, si on regarde d'une manière ultra rationnelle les choses, par exemple, sur l'année où il y a eu le 11 septembre, il n'y a eu pas plus de morts dans les accidents d'avion que les années avant et les années après. On peut prendre juste cet exemple-là. Si on regarde, par exemple, les accidents qu'on a en avion, les taux d'accidents en avion mortels, par rapport à la voiture ou au bus, on voit que c'est sans commune mesure. Pourtant, c'est un événement à chaque fois qu'il y a un accident d'avion, et ça, c'est le biais de proportionnalité. Donc, notre cerveau, il est branché sur ce type de choses, et il va être plus influencé par un gros choc unitaire à un moment, plutôt que par un schéma, j'allais dire, plus logique, plus structuré. Par exemple, si on vous met des odeurs de chocolatine ou de pain au chocolat devant une croissanterie, c'est un nudge qui va vous déclencher chez vous inconsciemment la notion de faim et donc l'idée ou l'envie d'aller consommer et d'aller acheter. Donc, tout ça, c'est du nudge, c'est de l'économie comportementale. Si je vous prends un autre exemple, alors là, je l'ai refait moi pour éviter de citer la marque, mais si vous êtes dans une logique d'offre promotionnelle, c'est-à-dire par exemple, vous avez un café qui vous offre, au bout du 8e café que vous prenez, un café gratuit. Au bout du 7e, bon, on prend la carte de gauche, au bout du 7e café que vous prenez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le 8e est gratuit. Bon. Mais si vous avez le même bar ou le bar d'en face qui lui fait la même démarche, mais lui, dans sa carte, il vous a déjà mis 2 petits cafés gratuits qu'il vous a mis, c'est-à-dire qu'il y a exactement le même nombre de cafés que vous allez acheter pour arriver au 7e gratuit, hein, mais vous avez 2 cafés qui sont pré-remplis. Eh bien, cette deuxième carte va beaucoup mieux marcher que la précédente parce que là, vous jouez sur l'aversion à la perte. Ne pas utiliser cette carte, c'est donner le sentiment qu'on a perdu les 2 cafés qu'on a déjà cumulés sans les avoir consommés. Et donc, on joue sur l'aversion à la perte. Et donc, on va avoir de meilleures ventes. L'aversion à la perte, très utilisée pendant le Black Friday pour faire acheter des choses inutiles à des gens en faisant miroiter des économies qu'ils ne peuvent avoir que ce jour-là, par exemple. Voilà. Un autre biais qui est intéressant, c'est le biais d'amorçage. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur des assurances au kilomètre. Si dans le document, dans cette assurance, vous devez remplir un document et à la fin de l'année, vous dites vous donnez le nombre de kilomètres que vous avez parcouru et vous signez en bas. Ça, c'était le point de départ. Eh bien, et en bas, on mettait je déclare sur l'honneur, l'exactitude, etc., etc. L'inversion des 2 paramètres, c'est-à-dire signer avant de déclarer le nombre de kilomètres, c'est-à-dire engager sa signature avant d'avoir mis le nombre de kilomètres, a un impact d'environ 10% sur le nombre de kilomètres déclarés. Évidemment, chacun peut tricher un peu sur les kilomètres tant qu'il n'a pas eu d'accident. Donc ça a un impact parce que finalement, inconsciemment, le fait d'avoir signé « je m'engage à » pousse à moins tricher, je dirais, si je devais résumer la chose. Donc là aussi, ça a un impact et on est sur de l'économie comportementale. Vous avez aussi des choses comme le choix par défaut, je vais très vite, par exemple sur le don d'organes. Il y a quelques années, je crois que c'était avant 2017, il fallait se déclarer pour être donneur d'organes. Et là, vous aviez un très faible pourcentage de
donneurs d'organes. Après 2017, il faut déclarer si vous ne voulez pas être donneur d'organes, donc c'est du choix par défaut. Et là, on a un très faible nombre de gens qui ne veulent pas être donneurs d'organes. Donc ça, c'est du choix par défaut, c'est du nudge. Enfin, en tout cas, c'est l'économie comportementale. En matière de sécurité, je vous donne cet exemple-là. C'est un bord de lac autour de Chicago où les gens roulent trop vite, où il y a beaucoup trop d'accidents. Parce qu'ils regardent la mer, ils regardent les bateaux, la plage. Et donc, ils ont créé un nudge pour essayer de faire ralentir les gens qui consiste à mettre des lignes blanches espacées sur la route comme vous les voyez. Sauf que quand on regarde bien, vous le voyez un peu en bas à droite, ces lignes blanches, leur espacement diminue à chaque écart. À chaque ligne, l'espace entre les lignes diminue. Et donc, vous avez une illusion, votre cerveau intègre ça comme une illusion d'accélération. Donc, vous avez le sentiment d'accélérer, même si vous n'accélérez pas. Et inconsciemment, vous allez avoir tendance à ralentir pour maintenir votre vitesse de ligne à ligne. Et ça a eu un impact sur le nombre d'accidents. Vous voyez, et pourtant, il y avait déjà des panneaux, de la signalisation, des radars, etc. Ça n'empêchait pas tout ça. Autre exemple, je reviens sur les escaliers, c'est une autre façon d'aborder le nudge pour faire en sorte que les gens prennent l'escalier. Donc, vous êtes là plutôt sur une logique fitness, une logique ouverte, gaie et en bonne santé. Et vous pouvez avoir exactement la même chose sur ce genre de nudge. Tout ça, c'est aux États-Unis. Il faut savoir que dans les centres de fitness, il y a souvent des escalators et les gens, plutôt que de prendre l'escalier, prennent l'escalator. Donc, c'est aussi intéressant de voir les contradictions que peuvent avoir les gens obèses qui viennent faire du sport, mais qui vont prendre l'escalator pour aller faire leur sport. Voilà quelques exemples. Un petit dernier qui est la victime identifiée, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout le même impact selon que vous parliez de masse ou selon que vous parliez de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous dites, avec une photo de ce genre-là, voulez-vous aider 300 000 personnes dans une campagne pour récupérer des sous, pour financer des soins ou de la nourriture, vous aurez un résultat beaucoup moins bon que si vous mettez une photo avec une seule personne, avec plus d'émotion, et en mettant plutôt, voulez-vous aider cette personne-là? Et vous avez quasiment un doublement du don moyen selon ces deux approches. Tout simplement parce que là, on joue sur un biais cognitif qui touche aux émotions, qui est sur la victime identifiée. Pour rappel un peu, c'est une citation que j'aime bien citer, pour rappel, Staline, même si ce n'est pas forcément exemplaire, disait « La mort d'un homme est une tragédie, celle d'un million d'hommes est une statistique ». Voilà, donc Staline avait bien compris ces mécanismes dans sa façon de voir comment évolue l'humanité. Et donc, on peut utiliser aussi ces émotions, par exemple, avec des petits nudges, par exemple, ce petit nudge qui sert à dire cette pièce n'a pas peur du noir, pour pousser les gens à éteindre en sortant d'un bureau, qui peut être peut-être plus efficace que de juste mettre « merci d'éteindre en sortant ». Voilà, pour prendre quelques exemples très rapides. Vous avez des nudges aussi en sécurité basés sur des illusions, toujours basés sur des émotions, parce que vous mettez des enfants sur ces illusions, c'est des vues en perspective d'enfants qui sont montés là-dessus. Autre exemple, et ça peut intéresser aussi les travaux qu'on fait sur la prévention des risques, on a fait des études pour pousser les gens aux États-Unis à utiliser moins leur climatisation. Et il y a eu plusieurs essais qui ont été faits sur les messages. Il y a un message qui était une incitation économique en disant, en mettant moins votre climatisation, vous allez économiser de l'argent. Un message écologique qui disait, en limitant votre climatisation, vous allez réduire les émissions de CO2 et ça c'est bon pour la planète. Et puis un message éco-citoyen, vous êtes dans une société, faites des efforts comme tout le monde, ayez un comportement responsable. Eh bien le message qui marche le mieux, c'est le quatrième. Et le quatrième, il est basé sur la comparaison sociale. Il dit en gros, votre voisin l'a déjà fait, votre voisin est meilleur que vous, faites-le. Ce message est plus efficace que les autres messages parce qu'il est basé sur la comparaison sociale. Donc on a des mécanismes comme ça inconscients qui sont très puissants et qui sont parfois peu utilisés dans nos sujets. Il y a d'autres sujets, par exemple sur la vitesse. Vous savez, des fois on a des panneaux qui donnent la vitesse à l'entrée d'un village pour vous pousser à ralentir. Ces panneaux sont bien plus efficaces pour vous faire ralentir si vous les mettez dans le village à un endroit où d'autres gens sont susceptibles de les voir, près de l'école, près du marché, etc. Pourquoi? Parce que ce qui vous fait ralentir, a priori, parce que vous savez que vous allez trop vite, ce qui va vous faire ralentir, c'est pas tellement votre envie d'être en sécurité, c'est plus le regard que pourraient avoir les autres sur votre comportement.
C'est plus la comparaison sociale qui va vous faire ralentir. C'est pour ça que, par exemple, au Japon, ils ont dans les transports en commun, ils ont mis des sièges pour les personnes handicapées ou les personnes âgées ou les femmes enceintes qui sont très, très, très visibles. Et ça change le comportement des gens qui pourraient occuper ces pièces-là, parce que là, ça leur fout vraiment la honte. Parce que quand on a juste des sièges avec un petit logo handicapé et qu'on est dessus, ça se voit pas trop, on est tranquille. Alors que là, on peut pas louper la personne qui a un comportement qui n'est pas vertueux. Et donc, c'est le regard des autres qui va faire que son comportement va devenir vertueux. Autre exemple, pour vous montrer, par exemple, l'impact que peut avoir l'aversion à la perte. On vous propose de souscrire pour un journal, peu importe lequel, et vous avez, dans un premier bon de souscription, 2 propositions. Une proposition où vous vous inscrivez au journal en ligne, 59 $ dans le cas présent, ou vous vous inscrivez à la fois à la version papier, la version print que vous recevez chez vous, et au journal en ligne. Et là, 125 $. Dans cette architecture de choix, 68% des personnes vont prendre la version web. D'accord? Et donc 32, la version papier plus web. Si vous rajoutez dans votre architecture de choix une autre proposition qui est juste le print tout seul. Juste le print tout seul, exactement au même prix que print plus web. Donc finalement, votre architecture de choix, elle ne va pas changer votre système d'information et votre gestion parce que probablement personne ne va prendre cette solution qui finalement est au même prix qu'une plus avantageuse. Mais en mettant cette solution, ça donne le sentiment que celle qui est print web plus subscription print et web est très avantageuse parce que finalement vous avez le sentiment de ne pas payer le web en plus du print. Et comme vous jouez sur l'aversion à la perte, vous inversez la proportion de gens qui vont prendre le dernier choix par rapport à ceux qui auraient pris le premier, juste en rajoutant cet élément d'architecture de choix qui joue là aussi sur des biais cognitifs inconscients que vous ne voyez pas. Évidemment, si on met le formulaire de gauche, on ne met pas celui de droite, évidemment. Et donc, on peut comparer sur ce genre de campagne comment les gens se comportent juste avec des éléments qui jouent sur l'architecture de choix. Je ne rentre pas dans le détail, mais la façon d'appeler les parts de frites dans les fast-foods ont un impact sur la consommation. Parce que là aussi, on joue sur des mécanismes inconscients. On teste tout ça, et selon que ça s'appelle Normal Big King ou Small Normal Big ou autre, vous avez des choix différents, puisqu'on vous laisse penser avec le nom que finalement, il y a moins de gras, alors qu'en fait, c'est pas du tout le sujet. Le sujet n'a pas grand-chose à voir. Et puis, vous avez d'autres nudges qui sont plus visibles pour circuler d'un côté, quand il y a beaucoup de monde, d'un côté d'une voie ou de l'autre, ou pour donner envie d'aller en jouant jusqu'à une poubelle pour jeter un papier gras avec un petit labyrinthe au sol, qui va pousser les gens avec d'une manière ludique, un peu comme l'escalier qu'on a vu en Suède, l'escalier musical, à faire des choix de ce type. Vous avez aussi des choses comme ça au sol que vous connaissez, que vous avez vu parfois dans le métro, qui consistent à exprimer des choses sans le dire aux gens pour qu'ils comprennent bien la mécanique. On joue toujours sur ce genre de biais cognitif. Et nous, on a fait un travail, et je vais finir par ça sur cette partie-là, parce que le temps avance, je suis déjà bien en retard, un travail sur le port de port de la ceinture dans les cars scolaires. Donc, dans les cars scolaires, en 2015, on a fait une loi qui disait que les enfants devaient porter la ceinture. On a imposé aux gestionnaires de cars d'implémenter des ceintures dans des cars qui n'en avaient pas eu pendant longtemps. Donc, ils ont tous mis des ceintures et on a mesuré le taux de port de cette ceinture dans les cars scolaires. Je parle bien des cars scolaires, ceux qui sont en campagne, pas les bus de ville. Et en fait, dans les cars dans lesquels, sauf quand il y a des parents qui accompagnent, les chauffeurs ne font pas la police. C'est pas leur métier, on leur a pas demandé de le faire, ils la font pas. Et donc, le taux de port de la ceinture, alors je vous donne des chiffres très rapides pour que ça soit clair, sur les 10-14 ans, était de 10%. Et ce taux de port est de 10% depuis presque 20 ans. C'est-à-dire qu'il n'a pas évolué malgré toutes les campagnes, malgré les sollicitations auprès des enseignants, auprès des parents, auprès de l'affichage. Ce taux de port n'a pas évolué. Nous, on a travaillé sur, on va dire, des mécanismes de biais comportementaux. Pourquoi? Pour comprendre pourquoi les jeunes ne mettaient pas la ceinture. Et dans les éléments il y avait des biais autour de la proportionnalité, qu'on a évoqué tout à l'heure avec l'avion. En gros, le car est invulnérable, il est très gros, il ne risque rien, il n'aura jamais d'accident, et de toute façon, il n'y a jamais d'accident de car. Donc, on a joué sur des affiches sur ces questions-là, et on a joué aussi sur cet élément visuel, parce qu'en fait, les jeunes nous disaient, mais la ceinture, on la voit pas, elle n'est pas visible. Alors, on était sur un choix par défaut ou un choix de science, un biais de science. Effectivement, ce sont des ceintures ventrales qui sont entre les sièges, qui ne sont pas très visibles. Vous savez, dans les avions, on vous les déroule, il n'y a pas de hasard. Et donc, on a, avec Keolis, avec lequel on a fait ce travail-là, et avec la BVN Edge Unit, et avec
l'ANATEP, qui s'occupe de transport. On a posé ces espèces de petits fourreaux qui finalement rendent la ceinture très visible et imposent à la ceinture d'être sortie de son enrouleur. Et la conséquence de ça, c'est que finalement les jeunes, soit ils s'assoient dessus, ça les gêne, donc ils l'enlèvent. S'ils l'enlèvent pendant que le car roule, le truc, il gigote à côté d'eux. Donc ça les embête d'une manière générale, donc choix par défaut, saillance, ce que vous voulez. Mais on est passé, juste avec tout ça, de 10 à 24% de port de la ceinture. Donc là, on est sur de l'économie comportementale. On n'a pas fait de campagne en disant mettez la ceinture. Hein. C'est juste des constats et c'est des choses qui ont été évaluées aussi dans la durée et qui restent. Il y a une rémanence, quoi. L'effet, même quand on arrête, il reste. Voilà. Donc je vous montre un peu la campagne qu'on avait fait avec en haut à gauche cette espèce d'item pour montrer que le bus n'était à la fois pas invulnérable, qu'il y avait plus gros que lui. À un moment, on avait même voulu mettre un train, mais c'était à l'époque où il y avait eu un accident un peu grave, c'était un peu trash, on l'a pas mis. Et en plus, on a donné des chiffres qui sont justes, qu'il y a un blessé tous les 3 jours. Il n'y a pas des morts tous les jours, certes, dans les bus, mais il y a quand même des blessés assez régulièrement. Voilà, je vous montre tout ça très rapidement. Tout ça pour dire qu'on est globalement, en somme toute, tous assez manipulables et assez fragiles. Et par exemple, si on interrogeait les hommes sur quelle est la personne qu'ils trouvent la plus charmante là-dedans, alors je sais que c'est très sexiste, mais ça fait rien, mais l'exercice avait été fait comme ça à l'époque, il dirait c'est celle de droite. Pourtant, c'est exactement le même mannequin. Mais il y a un biais autour de la couleur rouge, et donc nous, on va plutôt être attirés par ça. Voilà. Plus ou moins, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont contester, mais plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, il y a des éléments. Alors, c'est jamais à 100%, hein, c'est toujours des pourcentages, c'est toujours statistique tout ça. Mais c'est assez réaliste. Voilà ce que je voulais vous raconter autour des nudges, qui sont malheureusement peu utilisés en prévention des risques aujourd'hui en France, qui commencent à l'être dans certains pays, notamment chez les anglo-saxons, et qui sont pourtant massivement utilisés, pas forcément pour notre bien, mais pour nous faire consommer des choses idiotes ou inutiles en permanence, par les anglo-saxons ou sur tous les supports avec lesquels on vit au quotidien. Donc on s'en rend pas compte, mais on est manipulé par tout ça en permanence. Et donc, nous, notre souhait, c'est de continuer ou d'essayer d'utiliser ces outils-là pour essayer d'améliorer l'efficacité et l'impact de ce qu'on fait en matière de prévention des risques ou d'action en matière de prévention des risques. Voilà, je suis désolé, j'ai débordé et je m'arrête là. Non, mais c'était passionnant, Marc. Je te remercie pour cet exposé qui nous ouvre des portes et des horizons, effectivement, qu'on maîtrise pas forcément quand on est expert des risques, mais on voit toute la complexité de faire du développement de la culture du risque et finalement d'inciter à l'action. Moi, j'ai retenu, et tu compléteras peut-être pour les conseils que tu pourrais nous formuler à nous qui travaillons sur justement cette incitation à agir au niveau du citoyen et ce développement de la culture du risque. Tu parlais de personnifier les messages, de veiller à ce que la personne puisse s'approprier, s'identifier à ce qui est montré, au comportement qui est montré, travailler plutôt sur les bons comportements que sur les mauvais. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à nous formuler? Peut-être ouvrages aussi, peut-être dans tes projets de recherche, est-ce que s'il y en avait un ou deux qu'il faudrait qu'on aille regarder, ou un ou deux ouvrages qui pourraient nous éclairer pour changer nos pratiques ou les adapter? Alors moi, si ça vous intéresse de rentrer dans cette mécanique, parce que je vous ai montré quelques exemples, et une partie sont issus de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui recense d'une manière très très vulgarisée tous les tests, toutes les mesures, toutes les expériences qui ont été faites. Donc il y en a plein qu'on méconnaît, qui sont parfois assez sidérantes. Il y a un bouquin qui s'appelle Nudge Marketing. Je crois que c'est un bouquin d'Éric Singler. Je vous invite c'est en français. Je vous invite à aller le lire. Et c'est vraiment intéressant. Après, quand on veut travailler sur ces questions-là, il y a une mécanique à mettre en place. C'est pour ça que je pense que parfois, plutôt que de faire juste un flyer ou faire de la com sans trop se poser cette question-là, ça peut valoir le coup de travailler avec des universitaires autour de l'analyse. Parce qu'en fait, avant de mettre l'économie comportementale, c'est surtout une économie qui mesure les choses. C'est-à-dire que vous faites une action et vous mesurez non pas si les gens s'en rappellent, mais son impact. Est-ce que ça a modifié mon comportement? Est-ce que j'ai fait une action pour protéger mon habitation, par exemple, s'il s'agit de zones inondables? Ou est-ce que je sais ce que je ferais dans telle situation? Donc, on mesure les choses. Et quand on va chez les gens et qu'on travaille sur ces questions-là, la question qui est posée, c'est pourquoi vous le faites pas? Parce que souvent, les gens savent tout ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on parle, par exemple, de la personne qui boit et qui conduit, elle sait parfaitement qu'il faut pas le faire. Il y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de sujet d'information. On peut continuer à lui faire des campagnes pour lui dire, elle le sait. La question clé, c'est pourquoi elle le fait. Et en fait, en décryptant ces mécanismes-là, on va comprendre sur quel biais cognitif on peut peut-être agir dans nos actions pour essayer de bouger ce mécanisme qui est ancré
et qui fait que la connaissance ne suffira pas. Si je prends l'exemple d'écart scolaire, quand on a demandé aux jeunes pourquoi ils ne mettaient pas la ceinture, 9 sur 10 ne la mettent pas. Donc pourquoi vous ne la mettez pas? Ils nous ont dit, d'abord, on ne la voit pas, on n'y pense pas. Donc là, on est sur le biais de science et de choix par défaut qu'on a traité. Il y avait un deuxième biais, c'est de toute façon, on risque rien dans un quart, c'est invulnérable. Donc si on n'a pas compris ça, on ne peut pas commencer à déconstruire cette idée reçue. Et il y a un troisième biais qui est très puissant, vous l'avez vu sur la salle d'attente, qui était le biais de comparaison sociale, qui dit les grands la mettent pas, c'est has-been de la mettre, et ça, on peut pas faire grand-chose. Voilà. C'est pour ça qu'on est passé qu'à 24%, parce qu'on a encore plein d'autres éléments. Mais si on pouvait aussi contrer ce biais-là, si on avait trouvé une solution pas trop compliquée pour contrer ce biais-là, probablement on aurait eu des évolutions encore plus marquées du port de la ceinture. Voilà. Donc je pense que le vrai travail, c'est de se dire pourquoi les gens qui savent des choses ne les font pas, et de décomposer tout ça, d'analyser tout ça, d'ouvrir le moteur pour ensuite pouvoir trouver les bonnes pièces pour essayer de changer ça. Ça, c'est vraiment fondamental. Or, le réflexe, souvent, c'est de dire on va leur expliquer, comme ils sont intelligents et qu'ils sont rationnels, ils vont comprendre et ils vont faire. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Voilà. Mais c'est assez compliqué. Enfin, que tu disais, effectivement, on peut souvent, quand on fait des actions de communication ou de sensibilisation, on peut mesurer à chaud ou même à froid, finalement, si ça a eu un impact direct. Est-ce que l'émotion a été mobilisée? Est-ce que je me souviens de l'expérience, etc. Mais finalement, comment tu arrives à mesurer un changement de comportement? Enfin, est-ce que tu aurais des tuyaux, à part des enquêtes, parce qu'effectivement, on peut faire des enquêtes a priori. Enfin, est-ce que tu as déjà vu dans des projets de recherche vraiment une mesure de comportement dans la durée, voire transgénérationnelle, qui était intéressante et qui pourrait nous inspirer? Alors, c'est lourd, c'est compliqué, mais oui, la seule façon de faire, c'est de mesurer, c'est-à-dire d'aller voir. Quand je parle des bus sur le port de la ceinture, on avait des observateurs pendant longtemps dans tous les bus. Et aujourd'hui, Keolis fait de l'observation aussi tous les 6 mois. Enfin, bref, ça se mesure et il faut prendre le temps de la mesure. Parce que dans tous ces sujets-là, on peut se tromper de biais, on peut avoir une mécanique qui fonctionne pas comme on le veut, et il faut la changer. Et donc, il faut absolument mesurer. Donc, ça veut dire que dans une action, il n'y a pas que faire la doc, le flyer ou la présentation, il y a réfléchir en amont aux mécanismes pour les déconstruire, essayer de trouver des solutions pour les déconstruire, et ensuite aller d'une façon ou d'une autre, et ça prend du temps, c'est des gens qui vont sur le terrain, mesurer, et parfois mesurer longtemps. Parce que par exemple, si on est sur l'exemple de est-ce que je fais des travaux dans ma maison pour la protéger, il faudrait quasiment prendre un échantillon à qui on propose pas de solution, entre guillemets, intégrant l'économie comportementale, un autre échantillon où on l'utilise, et il faudrait aller voir 1 an, 2 ans, 3 ans après s'ils ont fait quelque chose et s'ils ont agi. Et peut-être qu'on verrait à ce moment-là des différences. Voilà. Mais ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine. Oui. Tout à l'heure, tu parlais des facteurs environnementaux. Tu avais l'exemple assez criant et que je connais bien dans le sud de la France avec le 4x4 par rapport à la Clio, puis ces passages à gué et ponts submersibles qui malheureusement ont fait parler d'eux il y a quelques temps. Claudine dans le chat nous disait, mais finalement, est-ce que dans les facteurs un peu environnementaux, le fait qu'on soit dans une société un peu paternaliste où les pouvoirs publics font beaucoup, ça induit pas un facteur d'inaction finalement chez les citoyens qui se disent bon finalement est-ce que j'ai besoin de m'en préoccuper et moi-même d'agir puisque c'est déjà géré, et est-ce que c'est pas du coup un facteur sur lequel il faut qu'on agisse? Ça agit fortement sur l'homéostasie du risque et donc sur la responsabilité individuelle face à ces sujets-là. Plus j'ai le sentiment qu'on s'occupe de moi et qu'on me protège, moins je vais m'en occuper. C'est malheureusement une évidence qu'on voit nous dans plein de domaines. Et même pour, alors là je parle un peu des assureurs, même les assureurs se posent la question à force de tout assurer, est-ce que finalement tout le monde n'est pas un peu irresponsable sur des choix, et jusqu'où on peut aller de cette façon-là. Les assureurs, les Américains, les Anglo-Saxons sont dans des logiques très libérales qui sont pas nos logiques de mutualisation en France, mais aujourd'hui abandonnent des zones entières en assurance parce que la Californie va brûler, toutes les maisons qui sont dans la forêt, il n'est pas question de les assurer. Donc après, ce sont des choix, et donc les Américains qui y vont, ils assument. Si ça brûle, tant pis pour eux. Ça fait partie du jeu. Donc là, on est dans des choix où ils vont jusqu'au bout de la responsabilité. Donc on n'est pas dans cette culture-là. Et il est évident que c'est pour ça que les gens demandent des solutions de protection collective et qu'on a mal à basculer sur de la prise en charge personnelle d'un certain nombre de choses. Et au bout d'un moment, ça modifie leur niveau dans l'homéostasie du risque, et finalement, ça ne concourt pas à avoir des comportements vertueux. Et c'est pour ça que parfois, pour déconstruire ça, l'économie comportementale peut être utilisée. Il y a une direction ministérielle qui s'appelle la direction interministérielle à la transformation publique qui aide
l'État, ou qui essaie d'aider l'État sur des politiques publiques via l'économie comportementale ou via des sciences cognitives pour essayer que les gens comprennent le sens des messages, que tout n'est pas contre eux ou tout n'est pas manipulatoire, que parfois c'est plutôt bien pour eux, etc. Ils ont travaillé par exemple sur la consommation des antibiotiques, pour prendre cet exemple-là. On a dit aux gens, les antibiotiques, c'est pas automatique. Il n'empêche que les consommations baissent pas tellement. Et donc, comment faire? Quel biais trouver pour essayer de faire baisser cette consommation qui n'est pas très bonne pour la santé des gens? Voilà, on est au cœur de ce genre de mécanique. Pour la déclaration d'impôts aussi, ils ont travaillé sur ces sujets-là. La simplification administrative, ils travaillent là-dessus. Donc, il y a aussi des gens qui travaillent là-dessus, mais beaucoup moins puissamment que chez les anglo-saxons, où il y a des task force très puissantes auprès des États sur les réformes, etc., en économie, en sciences comportementales. Et à l'international, justement, tu as des exemples qui seraient intéressants de regarder sur l'utilisation des sciences comportementales au profit de la prévention des risques naturels et technologiques? Alors, aux États-Unis, donc je vous ai montré quelques exemples. Aux États-Unis, comme ils ont intégré l'économie comportementale depuis 30 ans dans leur mécanique de marketeurs anglo-saxons, c'est-à-dire ils veulent vendre, ils essaient aussi de l'intégrer. Peut-être ils ont de l'avance sur nous sur des sujets de protection des personnes et des biens. Mais là encore, comme ça rapporte moins, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais oui, il y a des initiatives dans ce sens-là. D'une manière générale, je crois que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont assez en avance sur tout ça. Voilà. Donc, si on cherche, comme on trouve la direction interministérielle à la transformation publique, si on cherche ça dans ces pays-là, vous trouverez des choses et vous trouverez des avancées. Obama avait beaucoup poussé pour le développement de tout ça. D'accord. Claudine revient sur sa question et elle t'interroge en te disant comment faire comprendre aux personnes qu'ils sont responsables de leur propre vie, de leur propre environnement et qu'ils ne doivent pas s'appuyer exclusivement sur les autres, sur les pouvoirs publics, sur le gouvernement et autres. C'est une question très difficile, Claudine. Je suis désolé, j'ai pas la réponse magique, mais je pense que ça passe par le fait d'assumer alors à la fois un certain nombre de décisions sans que ce soit les autres qui les prennent pour soi, et d'assumer les conséquences de ces décisions. Ça veut probablement dire que, si je prends l'exemple des assureurs, il faut qu'on joue un peu plus sur les franchises selon les choix qui sont faits, si jamais les gens font n'importe quoi. Enfin, en gros, il faut qu'à un moment, il y ait une relation de cause à effet. Si finalement, quoi que je fasse, parce que c'est des fois ce qu'on nous répond à nous, moi, peu importe, je suis assuré. Donc, quoi que je fasse, je m'en fiche. Alors, on leur explique. Oui, mais quand même, c'est vous qui allez être dans la flotte, c'est vous qui allez passer 2 mois dans un mobil-home. Enfin, il y a des conséquences, quoi, pour votre vie. Mais il y a beaucoup de déni autour de tout ça, et moi, je pense que ça part. Malheureusement, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Ça commence au niveau de l'éducation, et dans la compréhension des émotions, parce qu'effectivement, finalement, ce qui va toucher les gens sur une grosse inondation, ça va être le chat qui s'est noyé, ou ça va être la perte d'objets de valeur plus que de refaire la maison. Et ça, c'est des choses qui si on travaillait mieux les émotions dans le plus jeune âge, probablement on aurait plus de force quand il y a des décisions à prendre, seraient plus facilement intégrées. Alors qu'aujourd'hui, elles sont mises de côté inconsciemment. Oui, ça, c'est vrai que c'était très intéressant ce que tu disais. On voit tout le champ sur le jeune public et puis l'éducation d'une façon générale sur cette expression, cette capacité à analyser ses émotions, à les accepter aussi, à vivre avec. Et puis Nathalie tout à l'heure réagissait également et disait que le poids finalement au-delà de ces campagnes, il y a quand même le poids des acquis finalement de cette culture qu'on peut avoir et des habitudes qui est lourd, et donc il faut vraiment travailler là-dessus. Je vois une remarque sur le médecin qui prescrit les antibiotiques. Oui, mais il faut quand même savoir, en tout cas mon médecin c'est ce qu'il me dit, qu'il y a des gens qui réclament les antibiotiques. Donc après le médecin pourrait ne pas les prescrire, ça, je suis d'accord. Mais il y a des gens qui viennent en disant je veux des antibiotiques. Donc c'est quand même malheureusement factuel. Et donc après on résiste à ça ou pas, mais il y a une éducation à faire pour que ça soit plus simple aussi pour le médecin, ce genre de situation à gérer. Je voudrais juste dire que sur cette économie comportementale, on a fait un projet récemment avec Isabelle Ragocourt, Karine Weiss à Nîmes, où on a intégré dans des outils, je dirais, de sensibilisation autour du risque inondation, de l'économie comportementale, donc des choses autour des règles des biais de proportionnalité, de la comparaison sociale, voire des choses autour de l'affectif avec le chat, etc. Et dans les tests qu'on a fait, en gros, ces ajouts, ces intégrations d'éléments qui sont a priori pas rationnels et qui paraissent secondaires ont un impact très positif sur en tout cas la compréhension, et pour l'instant on n'a pas mesuré, mais la promesse d'action. Voilà. Donc après il faut mesurer dans la durée, mais en tout cas ça semble être efficace.
Très bien. Et si on veut accéder à ces résultats que tu Alors, ils ne sont peut-être pas encore publiés sur les sites, mais je pense que le projet doit se terminer là, dans les prochains mois. Donc, je pense que d'ici juin, sur notre site web, le projet s'appelle Agir en prévention et les résultats seront publiés. Très bien. Peu de questions. Alors, Catherine Jean-Baptiste nous disait, quand j'ai évité un incendie, j'appelle mon assurance. Si l'assurance m'avait envoyé un message de satisfaction, ça aurait été bien. Donc, je suis d'accord. Message de communication positive. Je pousse pour ça, je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Peut-être pour les participants, n'oubliez pas, vraiment, Laurence vous l'a mis dans le chat, de renseigner le questionnaire de satisfaction et de suggestions en vue d'autres interventions sur des sujets qui vous intéressent. Et j'en profite pour remercier Laurence qui prépare ces webinaires d'une main de maître, comme d'habitude. Est-ce que tu veux... Oui, déjà, remercier tous ceux qui m'ont supporté pendant une heure. Donc, non, c'était passionnant. Merci à tous. Et puis vous dire que sur ces sujets, par rapport à tous ceux qui mènent des actions, qui ont des réflexions sur les actions, je pense qu'il faut intégrer tout ça et il faut mesurer l'impact de vos actions. Je crois que c'est vraiment fondamental parce que nous, pendant longtemps, on a fait de la communication un peu traditionnelle, sensibilisation, information, etc. Et les gens savent, en fait, aujourd'hui, les gens savent. Le sujet n'est plus celui-là. Le sujet, c'est est-ce que j'agis en fonction de ce que je sais et est-ce que mon comportement est adapté en fonction de ce que je sais. Et ça, c'est un autre sujet qu'on a peu adressé. Voilà. Et je pense que c'est ce sujet-là aujourd'hui qu'il faut adresser avec les transitions qui arrivent et les problèmes qu'on va rencontrer. C'est le vrai sujet va être les comportements, pas la connaissance. Voilà, pour le dire rapidement. Écoute, merci beaucoup. Un grand merci à tous les participants. On se retrouve pour ceux qui sont intéressés donc le 12 juin prochain avec Cédric Vallès pour parler d'assurance, notamment aux Antilles. Et puis, moi, je vous salue tous. Donc, le replay en podcast, plutôt en audio cette fois-ci. Et on remercie Marc qu'on retrouvera très prochainement. Merci. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont assisté à tout ça.